et bienvenue pour ce huitième rendez-vous simulation de l'espace ressources qui est aujourd'hui sur la gestion de conflits et les intérêts de la simulation dans ce cadre. Donc, je suis Solène Rive, chargée de mission à Calirel Santé et j'anime notamment l'espace ressources simulation en santé et dont la réalisation de ces rendez-vous. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Jean-Claude Grandry, qui est conseiller scientifique à l'ERSS, et d'Arnaud Espinet, qui est cadre formateur à l'école d'IAD, qui vont vous parler donc aujourd'hui de cette thématique essentielle qu'est la gestion de conflits. Et ce rendez-vous est aussi organisé dans la continuité en fait, du colloque Simulation 2022 annuel régional où il y avait eu des ateliers au cours de l'après-midi. Et donc, il y avait cette thématique de la gestion de conflits et cette envie d'approfondir le sujet. Donc, c'est pour ça que l'on vous présente aujourd'hui cette thématique à nouveau dans un rendez-vous simulation. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. Merci Solène, j'espère que vous entendez bien. Oui. Oui, parfait. Bon, ben donc moi, je suis donc Jean-Claude Grandry, je suis professeur d'anesthésie-réanimation. J'ai été professeur d'anesthésie-réanimation au CHU d'Angers pendant bien des années et je suis retraité maintenant, en effet, mais je continue à m'intéresser beaucoup à la simulation. Et dans ce cadre, d'ailleurs, vous savez que la simulation concerne énormément de domaines. Et justement, hier, d'ailleurs, on avait un rendez-vous avec un collègue, avec le coordonnateur de l'enseignement de la gériatrie en France, pour parler de la simulation en gériatrie. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la simulation et son intérêt. Alors là, c'est un dossier, si je puis dire, un peu particulier. Solène l'a dit, nous avons fait avec Arnaud Espinet un atelier gestion de conflits lors du dernier congrès de l'ERSS Calirel en mai dernier à Nantes. Et là, on va reprendre les principaux éléments, c'est en grande partie ce qu'on a présenté en mai, mais les principaux éléments de la gestion de conflits et surtout, qu'est-ce qu'apporte la simulation de la gestion de conflits. Alors, oui, pardonnez-moi, c'est bon, oui, merci beaucoup. Alors, moi, je commence toujours mes topos par définir ce que sont les choses. Et là, qu'est-ce qu'un conflit? Alors, le conflit, vous voyez que si on lit le Larousse, on voit d'abord que le conflit armé, on a évidemment un exemple majeur en ce moment, mais bon, je dirais c'est une des formes majeures de ce terme. Et surtout, la plupart du temps, vous le savez, c'est une opposition. Alors, le terme violente est un peu fort dans le Larousse. En fait, il faut regarder, si vous voulez, c'est le petit paragraphe d'en dessous. C'est un état d'opposition entre personnes ou entités. Ce qu'il faut retenir dans cette situation conflictuelle, c'est la notion d'émotion. Et cette notion d'émotion est absolument capitale. Et l'émotion qui ressort la plupart du temps dans les conflits, c'est la colère. C'est la colère qui est à l'origine d'agressivité, voire de violence. Heureusement, pas toujours, mais souvent. Alors, on en dira un mot de la colère tout à l'heure parce qu'il faut évidemment apaiser cette colère le plus vite possible. Enfin, dernier point important à retenir, c'est qu'il peut y avoir un désaccord sans qu'il y ait de conflit. Et là, souvent, ça se passe bien. Ça peut être un conflit à bas bruit, mais avec un désaccord. Il faut se méfier quand même parce que les désaccords peuvent évoluer vers un conflit. Voilà pour la définition. Vous aurez peut-être des questions à poser là-dessus. Alors, les types de conflits, il y a différents types de conflits, je vous en ai mis quelques-uns, ce sont les plus fréquents. Le conflit de personnes, relationnel, alors c'est une notion importante parce que, vous le savez sans doute, on pourrait dire d'ailleurs conflit de personnalité. Et on dira peut-être un mot tout à l'heure où vous nous poserez des questions sur l'intérêt de connaître les personnalités des gens qui travaillent avec vous, qui sont en face de vous, parce qu'on connaît très bien les personnalités à haut risque de conflit. Vous avez tous vécu ça dans votre carrière ou dans votre expérience. Et l'important là, c'est qu'il faut anticiper. Les directeurs de ressources humaines connaissent souvent ces personnes et parfois on ne peut pas faire autrement. Dans une équipe, quand vous arrivez,
Vous ne pouvez pas faire autrement, bien sûr. Mais ce conflit de personnes, encore une fois, peut parfois être anticipé, et on verra tout à l'heure que l'anticipation est une chose très importante. Le conflit de pouvoir et ou de tâches, ça aussi, vous connaissez ça par cœur, je pense. C'est je veux être calife à la place du calife, c'est l'excès de pouvoir d'un supérieur hiérarchique, c'est beaucoup de tâches que vous faites vous et que votre collègue qui a les mêmes fonctions ne fait pas. Et ça, c'est l'origine très souvent de conflits en milieu hospitalier en particulier. Le conflit de besoins, oui, lié aux ressources rares, bon, ça en fait partie. Le conflit de besoins, c'est que nous avons besoin, et aujourd'hui on le voit en particulier en milieu hospitalier, le besoin de calme, le besoin de silence, le besoin de plein de choses, des besoins de base. Et ceci n'est souvent pas accordé ni respecté. Et on rejoint à ça les ressources rares, c'est-à-dire, c'est un petit peu différent, mais les ressources rares, ça veut dire que quand on manque de personnel dans un endroit, bon, c'est forcément, alors en milieu hospitalier, en milieu d'EHPAD actuellement, c'est le cas. Hein. Donc ces ressources rares font qu'il y a des conflits obligatoires parce qu'on fait trop, parce qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, etc., etc. Donc, c'est une notion aujourd'hui extrêmement importante, là encore qu'il faut sûrement anticiper, mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits, même si on anticipe, on ne peut pas résoudre le problème. Le conflit d'intérêt, vous savez aussi ça, vous connaissez ça bien, je pense, l'intérêt personnel, l'intérêt général. Vous savez que dans nos milieux, l'intérêt général peut parfois primer, l'intérêt personnel peut parfois primer sur l'intérêt général. Et en médecine, on connaît ça souvent. En sachant qu'il ne faut pas confondre aussi conflit d'intérêt et lien d'intérêt. Les liens d'intérêt, ça veut dire qu'on peut travailler par exemple avec un laboratoire pharmaceutique sans pour autant recevoir de l'argent, etc. Mais le conflit d'intérêt, c'est à partir du moment où vous avez des intérêts personnels que vous ne devriez pas avoir au détriment de l'intérêt général. Là encore, vous pourrez en discuter si vous le voulez tout à l'heure, parce que c'est une notion aussi qui est relativement fréquente aujourd'hui. Et puis le conflit d'opinion et ou de valeurs, alors ça c'est une notion aussi évidemment importante. Vous savez qu'on a tous des valeurs et justement en particulier dans le milieu soignant, quand je dis soignant, pour moi les soignants, hein, c'est médical et paramédical, parce que ce sont des gens qui soignent tous. Donc, les valeurs, quand vous avez une infirmière ou un médecin qui vous disent on n'a pas le temps de s'occuper des patients, on est obligé de faire les choses à va-vite, ça, c'est des valeurs. Et ces valeurs-là, ce conflit de valeurs explique aujourd'hui beaucoup de démissions hein, de soignants qui sont vraiment assez inquiétantes. Et puis, j'ai mis conflit avant cascade, ça aussi, je vais vous donner un exemple qu'on m'a raconté il y a relativement peu de temps. Dans un service d'urgence qui n'est pas Angers, qui est un centre hospitalier général. Un conflit arrive à l'accueil avec un infirmier qui est débordé, qui est très fatigué, avec une famille. À partir de là, l'infirmier commence à être un peu, je ne vais pas dire violent, violence verbale, oui. Bon, la famille se plaint, le lendemain, l'infirmier est convoqué, il est mis à pied, hein, il est mis à pied parce que ça a été assez violent. Et à ce moment-là, ses collègues, alors donc premier conflit avec la famille, deuxième conflit direction infirmier, et troisième conflit, eh bien l'équipe et la direction qui ne comprend pas pourquoi cet infirmier a été sanctionné. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les conflits en cascade, et ça aussi dans nos milieux, c'est relativement fréquent. Alors, décidément. Alors, un petit mot pour vous parler des causes. Alors, j'ai mis surtout évidemment le milieu hospitalier, mais alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a des causes organisationnelles, les causes liées à l'individu et les causes interpersonnelles. Alors, j'insisterai surtout sur l'organisation, parce que les conflits viennent très souvent de, vous voyez, pression de production, l'hôpital, c'est aussi ça, enfin, dans les milieux de santé. La hiérarchie qui n'est pas forcément compréhensive, les conditions de travail déplorables la plupart du temps. Donc ça, c'est à l'origine de conflits évidents, et ça, vous le savez tous. Mais il y a une deuxième grande catégorie, c'est les individus. Je vous ai parlé tout à l'heure des comportements individuels, des personnalités,
Et il y a des gens qu'on voit tout de suite qui sont à l'origine, qui peuvent être à l'origine du conflit. Et c'est pour cette raison aussi que dans la formation qu'on va évoquer dans un instant, la notion d'étude des personnalités est très importante, pas seulement pour les DRH, mais aussi pour les cadres en particulier. Et ça, si vous voulez, cet aspect psychologique est, à mon avis, essentiel. Bon, interpersonnel, oui, bien sûr, mais les deux principales causes, et ça, c'est un travail, oui, qui a été publié, que vous retrouvez sur Internet par le Collège français des anesthésistes réanimateurs, et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Arnaud a participé à ces travaux. Il va peut-être nous en parler tout à l'heure. Et dans le milieu hospitalier, bloc opératoire en particulier, il y a beaucoup de conflits, en particulier entre les équipes, différentes équipes qui ont des intérêts, si je puis dire, différents, même si le patient doit être au centre. Vous savez comme moi que ce n'est pas toujours le cas. Alors, les conséquences de ça, vous le connaissez aussi, c'est-à-dire qu'on a des conséquences sur les patients, sur les soignants et sur les étudiants, les stagiaires. Ça, on l'oublie assez volontiers, mais sur les patients, quand tu as une rixe, vous allez le voir peut-être sur la vidéo tout à l'heure, quand le patient est présent, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique sur sa confiance dans l'équipe, et puis sur la performance clinique de l'équipe, bien entendu. La conséquence sur les soignants, c'est souvent une souffrance au travail, et en particulier les catégories, j'allais dire, moins favorisées, qui dépendent beaucoup de la hiérarchie. Et ça aussi, il faut toujours y penser, toujours, on verra tout à l'heure qu'il faut respecter tout le monde, c'est un point extrêmement important. Et puis un mot enfin sur des gens qu'on oublie assez volontiers, c'est les étudiants. Quand on fait une enquête sur les étudiants, vous savez sans doute qu'il y a eu une enquête de fait il y a quelques années maintenant, qui n'a pas été refaite après Covid, mais qui a montré que les étudiants souffraient énormément des conflits, en particulier à l'hôpital. Et donc, ça influe bien sûr sur leur devenir. Et dans cette enquête, il avait été montré que les étudiants en médecine, on va dire, mais les étudiants infirmières, pareil, avaient énormément de souffrance au travail et un certain nombre avaient des idées suicidaires. Alors, il n'y a pas évidemment que le problème des conflits, mais ça y contribue fortement. Et il faut en tenir compte. Donc, avant de laisser la parole à Arnaud, pour vous parler plus de simulation et comment faire une séance de simulation liée à la gestion de conflits, ça veut dire qu'on a une nécessité de formation. Il faut se former, et vous le savez comme moi qu'on est très peu formé à cette gestion de conflits. Moi, j'ai eu ces formations et j'ai travaillé ce sujet grâce à la simulation. Alors, il n'y a pas que la simulation dans la vie, bien sûr. Il y a la communication non violente. Vous avez peut-être eu des formations là-dessus. Il y a des formations dynamiques de groupe. Mais il faut savoir, la méthode DES, que vous avez peut-être entendu parler, on décrit le conflit, l'expression du conflit, recherche des causes, des conclusions, solutions. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que la simulation est sans doute, est certainement un des meilleurs moyens de formation pour appréhender la gestion de conflit, le diagnostic de conflit, l'analyse des causes et leur essai de solutions. Alors simplement là, je peux vous dire que justement dans les autres formations que j'ai citées, ils font quasiment tous ce qu'ils appellent des jeux de rôle. Et les jeux de rôle, pour moi, c'est la simulation du pauvre, c'est-à-dire que les jeux de rôle peuvent être très bien faits, bien sûr, mais ils ne sont absolument pas habituellement construits comme une séance de simulation doit l'être. Donc voilà. Alors je crois que je laisse la parole à Arnaud qui va nous parler d'une séance de simulation et un exemple de gestion de conflit. Alors, merci M. Henry. J'espère que tout le monde m'entend bien. La situation de simulation qu'on va vous présenter, en fait, est arrivée à la suite de ma réflexion que j'ai eue quand j'ai fait l'école des cadres. Il y a déjà, c'était en 2019, et j'ai présenté mon mémoire sur cette thématique-là. Au départ, c'était l'idée en fait, que les étudiants cadres et les faisant fonction de cadre, dans notre petite boîte à outils qu'on a quand on est faisant fonction, on n'avait peut-être pas tous les outils
nécessaires pour se protéger, nous, du conflit, parce qu'il y a ça aussi, il y a se protéger en tant que cadre, mais en tant que toute personne qui est face à un conflit, se protéger de ces flammes du conflit là, qui viennent nous brûler. Et puis, comme j'avais été formé en simulation, que j'étais formateur en simulation depuis 2007 sur Angers, au niveau du centre de simulation d'Angers, eh bien, j'ai fait le lien en me disant, bah, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe de simulation de conflit? Et en recherchant, bah, je n'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit que s'il n'y avait rien, eh ben, c'était un bon outil de recherche et qu'il y avait quelque chose à en faire. Donc, j'avais aussi la chance d'avoir des personnes ressources comme M. Grandry et puis d'autres cadres d'Angers et d'autres formateurs angevins médicaux qui m'ont rejoint dans ce projet-là. Et donc, on a fait un scénario de simulation de conflit dont vous allez voir tout à l'heure une petite vidéo du tournage. Alors, forcément, quand on fait une séance de simulation, il y a tout un tas d'éléments à réfléchir en amont, c'est-à-dire quels sont les scénarios, enfin les scénarios qu'on veut créer, quels sont pour chaque scénario, quel objectif on veut mettre en face. Est-ce qu'on a besoin d'un patient simulé, d'un mannequin haute fidélité, enfin, de gérer tout le personnel qu'on va avoir besoin en face. Et on sait qu'on a besoin de personnel et de matériel, mais plus on a besoin de personnel et plus on a besoin de matériel, plus ça a un coût. Et c'est là aussi une des difficultés auxquelles des fois on peut se retrouver confronté. Et après, bah, c'est tout un élément, tous les éléments habituels d'une séance de simulation autour du briefing et du débriefing qu'on devra amener particulièrement. Et c'est là notre alerte principale et là où je veux vous amener si un jour vous avez l'excellente idée, je dirais même, de vouloir faire des scénarios de simulation de conflit. Dans votre débriefing, il y a des éléments essentiels à avoir et on parlait des émotions tout à l'heure. Tout ce qui est le plus difficile à débriefer en simulation, c'est toujours les émotions. Et là, on va être vraiment sur un scénario au plus profond des émotions. Alors, bien entendu, derrière, on propose des actions d'amélioration aux différents apprenants et puis on apporte des éléments de la gestion de conflits théoriques, comme M. Grandry vient de vous les donner, la communication non violente avec Rogers, Marshall, Rosenberg, enfin des auteurs que vous connaissez. Dans les études de personnalité, on reparle bien évidemment de Carl Gustav Jung. Enfin, voilà, ce sont des auteurs habituels qu'on entend beaucoup parler, mais dans les scénarios de simulation de conflit où on va forcément toucher aux émotions, il est important de les rappeler parce qu'en plus, c'est des éléments importants qui vont nous protéger derrière dans notre façon de mieux comprendre et mieux analyser la simulation de conflit. Alors, la vidéo qu'on va vous montrer est celle qui a été utilisée pour mon mémoire. Rapidement, donc je suis cadre infirmier anesthésiste, donc j'ai travaillé essentiellement dans les blocs opératoires. C'est une gestion de conflit dans un bloc opératoire entre un chirurgien et une équipe anesthésique sur laquelle le patient est en rachi-anesthésie, donc il est conscient. Et je faisais intervenir une de mes collègues cadres en lui disant, quand ça commençait à faire beaucoup de bruit dans le bloc opératoire, en lui disant « tu es la cadre du bloc, est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe ?» Donc, je vais vous proposer de regarder la vidéo et puis après, on va en reparler. Alors, ouais, attendez, d'un petit point de vue technique, j'ai perdu ma souris, donc il faut que je puisse la retrouver pour pouvoir… Ah, ça y est, pour pouvoir lancer la vidéo. C'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une petite tension pour Monsieur Michel? Ça fait bizarre de lui sentir ses jambes. Oui, alors c'est normal, hein, c'est les effets de l'anesthésie qu'on vous a fait dans le dos, la rachi-anesthésie, comme vous avez une complication d'anesthésie. Non, c'est une rachi-anesthésie, monsieur. Comment ça, une rachi-anesthésie? Elle n'est pas venue comme ça, vous savez très bien que je n'opère pas sous rachi-anesthésie. Vous m'endormez mon patient, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir de vous voir. Vous faites dormir ce patient, s'il vous plaît. Je suis désolé, vous savez très bien que je n'opère jamais sous rachi. Alors, Quand je suis au bloc, c'est quand même moi qui commande. Je vous ai dit d'endormir. Je vous ai dit qu'il fallait en faire dormir ce patient, je n'opère pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se calmer et que je vais appeler mon seigneur. Je vous préviens, à chaque fois, c'est toujours le même problème. C'est vous qui décidez, les anesthésistes ou quoi? Bah, il y a un peu de nous qui décident. C'est quand même moi qui commande ici. Et vous? Donc on va appeler. mon bloc. Très bien.
Je sais plus où est le téléphone ici. Puis, voilà, je viens d'arriver pour faire une intervention chirurgicale pour ce monsieur. C'était convenu qu'il soit endormi. Il ne dort pas. Il est sous rachis-anesthésie parce que monsieur a voulu faire une rachis-anesthésie. Alors, non, est-ce que on peut sortir un tout petit peu le patient dans... J'entends monsieur, mais peut-être qu'il a une raison. Est-ce qu'on peut sortir juste 2 secondes? Comme ça, du coup, le patient va être ici de rassurer. Et du coup, on va voir avec, effectivement, à l'extérieur, parce que du coup, le patient, voilà. Donc, dites-moi exactement. C'est pas confort? Oui. Pourquoi il serait endormi? Je lui ferai son intervention chirurgicale s'il avait une anesthésie générale. J'arrive au bloc, monsieur Très bien. Rachis-anesthésie, je ne suis pas d'accord. Je n'opère jamais sous rachis. J'entends. Je vous l'ai déjà dit. J'entends. Ce patient a été vu comme en consultation d'anesthésie, pré-anesthésie, ce qui lui a été précisé. Pour le patient, a priori, il faut une rachis. Il est d'accord pour la rachis. Ça a coupé, Solène? Ah, ça a coupé, attendez. Oh, c'est pas grave. Ouais, non, alors, je vais essayer peut-être qu'il reste à voir avec, effectivement, à l'extérieur, parce que du coup... Voilà. Il avait une anesthésie générale. J'arrive au bloc, monsieur Très bien. rachis-anesthésie, je ne suis pas d'accord. Je n'opère jamais sous rachis. J'entends. Je vous l'ai déjà dit. J'entends. Ce patient a été vu comme en consultation d'anesthésie, pré-anesthésie, ce qui lui a été précisé. Pour le patient, a priori, il faut une rachis. Il est d'accord pour la rachis. Alors, c'est que la vidéo ne va pas au-delà pour moi. Bon, bah alors, c'est que la fin n'est pas là. C'est pas grave. Bon. On a vu les éléments les plus importants de la simulation avec, donc vous avez vu l'arrivée au départ de l'équipe d'anesthésie qui installe le patient, pas de particularité. Arrive le chirurgien et le conflit monte très vite avec un patient conscient. La dernière partie de la vidéo, c'était justement quand la cadre allait prévenir le patient que son intervention était reportée parce que le chirurgien ne voulait pas l'opérer, mais qu'elle allait trouver un autre chirurgien pour l'opérer. Et donc, le patient expliquait que ça lui avait vraiment fait peur parce qu'il avait assisté, il avait entendu des choses et voilà. Donc, c'était après la gestion des émotions du patient et c'était la dernière phase où le chirurgien n'était pas là, il y avait la cadre qui essayait de gérer ça. Donc, voilà les éléments de la vidéo. Dans le débriefing, eh bien, l'important pour nous, c'était de préciser les causes. Et là, les causes étaient particulièrement autour des personnalités, vous avez pu le voir avec l'équipe. Et puis, surtout, de réussir à gérer les émotions. Donc, il fallait pour ça qu'elle fasse le diagnostic du conflit qu'il y avait. Et ça, ma collègue l'a fait assez rapidement. Vous avez vu aussi le ton de sa voix quand elle arrive dans le bloc opératoire, qui est un ton apaisé, qui essaye de faire préciser. Donc, elle fait tout de suite la méthode DESC en demandant d'expliquer. Et puis, elle exprime elle-même les choses. Elle est vraiment dans cette analyse-là tout de suite. À la fin, c'était de proposer des solutions. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de solution. La seule possibilité, c'était d'annuler l'intervention parce que le chirurgien était occupé et ne voulait pas. Mais notre but était d'essayer d'aller au bout et de voir comment elle faisait ça. Donc, les objectifs étaient bien atteints et ça s'est plutôt bien passé. La difficulté a été essentiellement pour nous, qui étions les formateurs, de gérer les émotions et particulièrement, vous avez vu l'acteur. Alors, donc, vous aviez 2 apprenants, c'était un infirmier anesthésiste et un interne en anesthésie. L'autre apprenante était la cadre. Et par contre, on avait un acteur qui était le chirurgien. Et vous avez vu la colère qu'il y avait chez l'acteur quand il s'énerve dans le bloc opératoire. Il y a une autre scène qui est coupée au montage aussi, sur laquelle, quand ils sont en train dans le bureau du cadre, donc où elle a réussi à extraire le conflit du bloc opératoire et de l'amener dans le bloc, dans son bureau, lui, il fait les 400 pas derrière, mais vraiment, on dirait un lion en cage. Il tourne derrière, alors que 2 fois, la cadre lui dit « asseyez-vous » pour se mettre au même niveau, vous voyez. Elle lui propose 2-3 fois de s'asseoir et il refuse et il est en train de faire les 400 pas, un véritable lion en cage derrière. Et ce qui fait qu'à un moment, la cadre est obligée de se lever pour se mettre au même niveau. Elle se met au niveau de la personne en face. Voilà. Donc ça, c'est tout un tas de choses qu'on a eu dans ce scénario-là, en sachant qu'on avait créé
d'autres scénarios au départ, puisque mon objectif n'était pas uniquement faire quelque chose pour les cadres de bloc opératoire, même si ce scénario-là est assez spécifique du bloc opératoire, mais c'était de créer des scénarios autour du conflit. Et donc, on avait des conflits aussi pour des faisant fonction de cadres et des cadres de service. On en parlera un petit peu après quand je vous présenterai la feuille qui est faite par le CEFAR. Donc, on peut passer. Voilà. Donc, les éléments de gestion de conflit, on a tout ce qui est différencié entre la gestion immédiate, donc comment faire face à ce comportement hostile avec un conflit aigu entre professionnels. Là, vous avez typiquement vu ça dans la simulation qu'on vient de voir, avec un conflit entre l'équipe chirurgicale et l'équipe anesthésique. Mais vous retrouverez typiquement ces conflits aussi entre deux agents, entre un agent et quelqu'un de médical, du paramédical, du médical, de médical entre eux. La particularité étant que la personne qui doit gérer ce conflit n'est pas forcément un manager. Toute personne peut s'y retrouver, mais quand vous êtes en responsabilité, il y a une terme de gestion. Alors forcément, dans la gestion secondaire, une fois qu'on a réussi, moi je dis mettre au feu, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de notion de conflit armé, et c'est un petit peu ça, c'est qu'on a l'impression que la gestion immédiate, c'est on est sur le champ de bataille, au milieu du feu, ça, et à se protéger de ces flammes-là, je vous disais tout à l'heure. La gestion secondaire, c'est ce qui va être après. Comment on va réussir à gérer, soit ça s'est complètement apaisé, mais même si ça s'est apaisé, il va y avoir des choses à mettre en place derrière pour éviter que ça se renouvelle, pour éviter qu'il y ait un conflit larvé, comme on parlait tout à l'heure, qui va se créer de cette situation initiale. Donc, il va y avoir peut-être un recours hiérarchique. Alors, en tant que manager dans un bloc opératoire, si ce sont deux personnels paramédicaux et dans la hiérarchie, c'est le manager, c'est le cadre. Comment on peut mettre en place une négociation, une médiation? Ça peut aller à l'arbitrage, mais ça peut aller aussi jusqu'à l'action en justice. En l'occurrence, là, on voit bien qu'il y a une difficulté de prise en charge pour un patient. Rien n'interdit d'imaginer que le patient puisse porter plainte derrière. Et dans ce cas-là, comment ça peut se régler en justice? Alors, bien entendu, il y a différents échelons là-dedans et on essaiera d'arriver dans la négociation et la médiation à ne pas aller jusqu'aux derniers échelons de l'action en justice. Pour présenter justement la gestion immédiate et donner un petit peu des billes à toute personne qui se retrouve face au conflit, on va vous présenter la diapositive suivante, qui est une diapositive qui a été de deux documents que vous trouverez sur le site de la SFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation, qui ont été édictés par le CEFAR, le Collège français d'anesthésie et réanimation. Ces deux documents datent de 2018-2019. Ils ont été mis en ligne en 2019, à peu près au moment où… Alors, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Est-ce que, en dehors d'Arnaud, vous pouvez couper vos micros parce que ça fait une interférence? Je vous remercie. Arnaud, excusez-moi. Non, pas de souci. Donc, ces documents que vous retrouverez sur la SFAR sont en accès libre. Je connais très bien ces documents, comme le disait M. Grand-Henri, parce que quand mon travail de mémoire est arrivé à sa fin, le CEFAR a sorti ces documents et c'était une enquête du CEFAR sur le conflit dans les blocs opératoires qui démontrait que plus de 80% des personnes travaillant dans un bloc avaient été déjà en contact avec un conflit, qu'on n'avait pas forcément des outils pour gérer ce conflit et que leur conclusion de leur travail, c'était il faudrait faire de la simulation de conflit, ce serait vachement bien. Et moi, mon travail de mémoire, c'était de la simulation de conflit. Donc, on s'est mis rapidement en relation et il venait d'éditer ces deux fiches réactions. Donc, je vous invite à regarder, à lire, à même imprimer, à mettre dans vos bureaux respectifs et à tout savoir un petit peu sur nous. C'est comment réagir en situation où on est face à un conflit. Avec particulièrement, celle que j'aime bien, c'est celle qui est à droite, avec ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire. Donc, c'est un petit peu ne dites pas, mais dites plutôt. Donc, c'est ne pas monter le ton, ne pas prendre parti, ne pas juger, ne pas dire mais de quoi vous avez l'air et donner justement l'impression d'un jugement, ne pas dire calmez-vous, ce que fait typiquement l'interne en anesthésie en disant on va se calmer. C'est plutôt remettre de l'huile sur le feu que de dire ça, parce qu'en général, on va se prendre dans les dents. Mais je suis calme. Voilà, donc ne pas dire ce genre de choses, mais plutôt d'être dans ce qu'est la méthode DESC, donc qui est décrite à gauche, où on va redécrire les faits en disant quand vous faites ça, quand il se passe ça, eh bien moi, on va exprimer aussi son opinion, son ressenti, et du coup proposer des solutions en disant quand il se passe ça, moi, ça me fait ça en termes d'émotion et j'aimerais qu'on propose une solution derrière, ce qui permet dans la
dans la méthode DESC de déjà atténuer certaines choses. Donc là, vous l'avez sur la partie de gauche en bas, là, vous avez cette méthode DESC décrite. Et puis, vous avez les attitudes à avoir. Donc, je vous amène à les lire et puis à vous en emparer. Vous pouvez vraiment les imprimer. Elles sont en libre accès sur le site de la SFAR. Et moi, je les ai toujours dans mon bureau. Entre autres, on a envie de dire certaines choses dans le « à ne pas faire » et se rappeler de dire, surtout pas dire une position d'autorité, par exemple, je suis responsable et je ne veux pas ça, il ne faut pas le dire. On le dira plus tard, mais pas tout de suite, pas au moment de la gestion de crise, parce qu'en général, ça met plutôt de l'huile sur le feu qu'autre chose. Donc, voilà, je vous invite à les lire tranquillement. Et puis, suite à ce travail-là, on a décidé de à peu près 8 scénarios qui étaient en proposition pour le CEFAR et qui doivent être sur le site de l'ASFAR, avec par exemple d'autres scénarios qui étaient jouables pour des cadres, par exemple, ou des faisant fonction de cadre. Dans les IFCS, on en parle aussi. Comment gérer un conflit entre deux agents, par exemple, l'exemple qu'on a tous eu quand on est manager, de deux agents qui veulent la même période de vacances l'été. Et ouais, mais Jacqueline, elle a toujours les vacances au mois de juillet. Cette année, moi, j'en ai besoin parce que mon mari, il a juillet, donc j'en ai marre. Elle a tout le temps ce qu'elle veut. Pourquoi c'est tout le temps elle, quoi? Donc, ce genre de conflit, s'il y a des managers dans la salle, je suis sûr que ça les fera sourire et qu'ils se diront, alors ce ne sera pas Jacqueline, le prénom qui leur vient, mais un autre prénom ou deux autres prénoms. Des conflits aussi de personnalité entre deux agents qui peuvent ressortir. Mais voilà, on avait créé différents scénarios comme ça, qui n'étaient pas que dans les blocs, mais qui permettaient justement de créer cet univers de discussion autour du conflit. Et puis, dans notre débriefing, on utilisait un peu les mêmes éléments. Ce n'est pas parce qu'on est dans un bloc opératoire que ce n'est pas les mêmes éléments. Non, c'est repérer le conflit, repérer les causes du conflit, repérer les personnalités, les faire reverbaliser pour mieux gérer le conflit. Voilà. Je vous repasse la main, M. Henry. Oui, merci. Merci Arnaud. Oui, tu as donc évoqué la gestion initiale des conflits. C'est très important, évidemment, parce qu'on est en plein dans les émotions, tu l'as très bien dit. Mais je voulais vous montrer une diapositive qui envisage la gestion dite secondaire. Alors, quand on dit secondaire, ça peut être le lendemain, ça peut être 8 jours après, ça peut être plus tard. Et donc, la première chose de cette gestion secondaire, c'est le recours hiérarchique, que vous savez, connaissez tous, qui est le plus fréquent, avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a d'abord les hiérarchies, j'allais dire, de proximité. Et si ça va au-delà, ce n'est pas toujours facile. On l'a vu au bloc opératoire. Alors, on est vraiment sur le terrain. On reçoit de plein fouet les émotions, la violence verbale, etc. Et puis, si ça ne s'arrange pas, faut prévenir. Et souvent j'ai insisté au début sur ce point. Il faut mieux prévenir que guérir, vous savez. Et que donc, il faut anticiper. Si vous avez, par exemple, dans un service hospitalier ou non hospitalier ou dans un cabinet médical, si vous savez que vous allez recevoir un patient agressif, si vous savez que tel ou tel médecin va vous agresser ou telle infirmière est fatiguée, etc., eh bien, vous pouvez anticiper ce conflit. Et d'ailleurs, hier, nous discutions briefing, débriefing, pas seulement à l'hôpital, mais dans nombreuses organisations. Il est très important que dans les briefings, on anticipe ce genre de choses. Quelles sont les difficultés qui vont arriver? Si on sait, par exemple, que deux personnes vont travailler ensemble et qui ne s'entendent pas, on sait que c'est à risque et il faut l'anticiper. Donc voilà, alors le recours hiérarchique, quand ça va à la direction, souvent, ce n'est pas facile, parce que souvent, c'est des décisions... pas toujours, mais c'est souvent quand même des décisions autoritaires qui vont laisser les gens avec beaucoup d'aigritude, comme on dit, et donc ça peut majorer le conflit. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des directions, je dirais, beaucoup d'empathie, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel en plus, on a encore aussi parlé la semaine dernière, il y a beaucoup de décisions autoritaires parce que les gens sont pressés, parce on n'a pas le temps de s'occuper des conflits, en fait, quelque part. Donc, ce recours hiérarchique pose un certain nombre de problèmes et j'aimerais bien que tout à l'heure dans la discussion, si vous avez ce genre de choses, que vous exprimiez et qu'on puisse en discuter.
Après, sur le courrier hiérarchique, il y a ce qu'on appelle la négociation. Alors, dans nos milieux de santé, ce n'est pas forcément évident. On négocie. Alors, souvent, quand même, on négocie en équipe, si possible, mais il faut toujours des gens qui facilitent la négociation. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que souvent, quand on est en conflit, on va voir les amis, quoi. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, ce n'est pas possible, ça. Non, et alors, vous, si vous aimez bien ce collègue ou cette collègue, vous dites oui, oui, non, mais je te soutiens, c'est vrai que ce n'est pas normal, etc. Et puis, il y a quand même des choses aussi qu'on ne peut pas négocier. Lorsque vous avez ce chirurgien-là qui hurle en disant je ne peux pas tolérer ça, j'ai connu ça dans ma carrière, hein. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des personnalités comme ça. On a parlé des personnalités, on en dira un mot si vous voulez dans la discussion tout à l'heure. Il y a des personnalités comme les pervers, hein. Vous avez tous entendu, vous en avez tous connu, je pense, hein. Les pervers parano et d'autres types de pervers qui sont redoutables. Alors, il y a ceux qui crient beaucoup, mais ce n'est pas forcément les plus dangereux, parce que ceux-là, vous arrivez souvent à les calmer quand même, mais il y a les pervers qui essaient de contourner et de vous faire des croche-pieds par ailleurs. Et ça c'est pas exceptionnel. Moi, encore une fois, dans ma carrière, j'en ai connu un certain nombre et ce n'est pas simple à résoudre. Après la négociation, il ne faut pas que je sois trop long. Il y a la médiation. La médiation, il faut un médiateur, hein, et ce médiateur a pour but justement d'équilibrer les dommages et essayer surtout, le but d'un médiateur, c'est de donner des solutions gagnant-gagnant. Si vous avez des solutions gagnant-perdant, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas contents et donc qui manifesteront leur désaccord. Après, il y a l'arbitrage et puis après, il y a l'action en justice, mais ça, on n'en est heureusement pas souvent là. Et donc, en conclusion, parce que je crois que j'ai été un peu long, n'est-ce pas? Tout va bien. Alors, si on se résume, et cette diapo est tirée d'un travail canadien, c'est que les Canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus, au milieu de la santé en particulier, et eux nous disent, bon, les conflits, il faut les accepter, parce qu'un monde sans conflit, ça serait trop banal, trop triste. Donc, ça fait partie des choses inévitables. Seulement, il faut faire attention à quel type de conflit et comment ils vont évoluer. Et vous voyez, des conflits mal gérés peuvent être destructeurs, sûrement. Et encore une fois, on a vu la conséquence aujourd'hui sur les personnels de santé, hein, de certains conflits. On ne s'en occupe pas, on verra ça plus tard. Et puis, on arrive à des démissions, à des violences, voire des auto-violences. Hein. Ce n'est pas du tout exceptionnel, vous le savez. Et puis, alors on a vu les types de conflits, il y en a beaucoup, il y en a d'autres, je n'ai pas tous décrits, mais enfin, je vous ai parlé des plus fréquents. Et puis, les styles de gestion. Là aussi, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour gérer un conflit, en particulier pour les responsables, pour les cadres, il faut se former à ça, parce qu'on est différents, on a tous une personnalité, justement. Et notre personnalité, parfois, ça dépend aussi de notre condition. On peut être fatigué, on peut être excédé, on a perdu les clés de voiture le matin, etc. Et allez, ne nous emmerdez pas avec votre conflit, il y a plus grave que ça, etc. quoi. Et ça, souvent, on l'a dit, M. Espinel l'a dit, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, les bonnes pratiques, eh bien, traiter les conflits dès que possible. Et j'insisterai même avant qu'ils n'arrivent, parce que là aussi, dans mon expérience personnelle, on voit le conflit arriver souvent, hein, lié aux personnalités, lié aux choses qui vont se passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de travailler beaucoup, je vous le disais, sur briefing, débriefing, car lorsque, au jour le jour, on prévoit et on prévient ce qui va se passer, et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, de très important, et si possible, le soir, par exemple, mais je sais que ce n'est pas toujours possible, ça ne nécessite pas d'être très long, hein, de débriefer. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et est-ce qu'on peut comprendre ça? Et quand on fait ça, je sais que pratiquement, c'est très difficile, quand les horaires sont différents, quand tout ça. Mais je sais que dans certains blocs opératoires où il y a eu beaucoup de soucis, il y a eu des accidents graves,
liées à des conflits en particulier, eh bien, ils ont trouvé ça comme solution et ça marche. Donc, respecter les personnes, ça c'est un point important, ne pas prendre parti. Hein. Ça c'est sûr, parce que si vous prenez parti en tant que responsable, bien sûr, hein, mais soi-même, quand on est au sein d'un conflit, il faut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis en conflit avec cette personne? Et on peut, comme ça, si vous voulez, aussi améliorer les choses, quoi. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut se connaître soi-même. Hein. En fait, une des clés, mais on retrouve ça pour plein de choses, c'est se connaître soi-même et connaître les autres. Hein. Et puis, surtout, avoir une attitude objective, c'est-à-dire, ça vous le savez aussi, se limiter aux faits, et non pas aux rumeurs. Parce que si avec aujourd'hui, par exemple, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on peut lire et écrire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses fausses, comme vous savez, des rumeurs, et à partir de là, ouais, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a dit ça, et vous voyez les conséquences que ça a, par exemple, pour les adolescents. Souvent, les faits ne sont pas objectivés, ça peut être dramatique. Alors, vous voyez que ce sujet est vraiment, à mon avis, excessivement important. On voulait vous en parler aujourd'hui. Bon, rapidement, on est bien conscient. Vous donnez un exemple que vous a donné Arnaud Espinet au bloc opératoire, mais vous êtes conscient qu'il y en a bien d'autres. Et on va s'arrêter là. Et puis, on aimerait avec Arnaud que vous nous fassiez part peut-être de vos expériences. Vous avez sûrement vécu des conflits. Est-ce que vous avez des questions particulières à nous poser? Voilà, merci à vous et on vous écoute. Eh bien, merci à vous deux pour cette intervention vraiment très intéressante. Et comme vient de le dire le professeur Grandry, je vais arrêter le partage d'écran. Il nous reste une vingtaine de minutes devant nous. Donc, on est parfait au niveau du temps. Et voilà, on avait souhaité les choses ainsi pour favoriser les échanges. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre micro cette fois-ci et poser les questions ou faire les commentaires que vous souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a un premier qui va se lancer? Oui, bonjour. Alors, bon, Merci, j'ai pas, voilà. Vous n'aurez que le son, mais c'est pas grave, c'est l'essentiel. La communication, c'est bien ce qu'on disait. Moi, je suis donc de filière soignante. Je suis passée par un poste de cadre et j'ai fait un DESS en ingénierie de formation avec une formation aussi en simulation à la communication non violente. Et je suis aussi, donc aujourd'hui, je suis au CHU de Nantes, département de la formation pôle clinique, et je suis coach interne. Donc, j'interviens beaucoup sur des conflits. Surtout dans des situations collectives. Et moi, je voulais vous remercier de cette intervention qui tombe à pic et j'aimerais qu'elle soit largement diffusée parce que je suis pro-simulation, pro-communication aussi. Et il y a juste un petit bémol où qu'est-ce qui fait? Mais bon, voilà, vous avez oublié peut-être de citer la ProcessCom. Moi, ça me paraît un outil aujourd'hui que j'essaye de développer dans la formation. Je ne vous dis pas qu'à l'hôpital, c'est compliqué, mais en tout cas, la connaissance des personnalités et de leur comportement en zone de stress, mais c'est tout à fait adapté en complément moi, je sais que je dois soulever des montagnes, hein, ce n'est pas très simple à l'hôpital pour faire valider, mais voilà, une articulation, formation ProcessCom, comment effectivement en microcosme, en petit espace, on est exactement comment, dans la création de cet outil, de ProcessCom, comment les personnes en microcosme vont réagir en fonction de leur type de personnalité en zone de stress 1 ou en zone de stress 2. Et là, effectivement, ça désamorce les conflits quand vous avez commencé à aborder ce schéma-là de réflexion. Et puis après, une formation, comme vous, moi j'aurais bien aimé voir le débriefing, mais bon, de la situation du bloc.
parce que c'est aussi un moment incontournable. Mais voilà, une prochaine fois, juste 2 mots sur la process-com et aussi ce triangle de Karpman, le triangle dramatique dans nos situations professionnelles, ben, on le rencontre aussi énormément. Où le conflit est aussi, enfin, le conflit, si je puis me permettre, et je m'arrêterai là, il a une utilité dans le système. Ça, c'est important. Voilà. Alors, bah, écoutez, merci Madame pour votre intervention parce qu'elle est très intéressante. En effet, on n'a pas parlé de Tabi Keller. Keller, oui. Parce que, en effet, bon, moi, je me suis intéressé à une époque, ça parce que vous savez que cette process-com a été initiée par la NASA au départ, oui. pour la sélection. Hein. Et donc, mais vous avez parfaitement raison, j'insistais sur les personnalités tout à l'heure. Moi, je dois avouer que, encore une fois, dans ma carrière, j'ai eu une chance, c'est de pouvoir choisir mes collaborateurs. Et donc, à partir du moment où vous choisissez vos collaborateurs, ce qui est le cas de la NASA, hein, là, oui. par exemple, vous me faites penser, hier, je crois, est parti en orbite un Russe ou 2 Russes et un Américain pour rejoindre la station spatiale. Bah, imaginez les problèmes que ça peut poser, ce qu'ils ont dû préparer pour qu'il n'y ait pas de conflit. Bien sûr. Et donc, hein, vous voyez, et donc, mais là, évidemment, je peux vous rejoindre tout à fait. Et la question c'est que dans la plupart des cas, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'on travaille avec des gens qu'on n'a pas forcément choisi. Et au bloc opératoire, c'est très souvent le cas. Mais quant aux personnalités, je dirais juste un mot, parce qu'évidemment, vous avez parfaitement raison. Je crois que l'étude des personnalités, c'est capital. Alors, on a parlé, enfin, vous avez sans doute travaillé sur la méthode DISC, la méthode DISC qui est extrêmement intéressante aussi. Mais moi, alors, je vais faire une petite parenthèse, mais qui va peut-être intéresser tout le monde, c'est que la méthode aussi Océan, vous avez sans doute travaillé, vous savez, qui sont les 5 critères de personnalité, et qui a été utilisée, je l'ai découvert il y a quelque temps déjà, par Netflix. Les abonnés à Netflix ont été catégorisés selon leur caractère de personnalité, en fonction des films qu'ils regardent, en fonction de la famille, etc. Et moi, j'ai découvert ça il y a quelque temps déjà, mais c'est incroyable parce qu'ils ont classé les Américains dans les différents types de personnalités océans, là, vous savez, extravertis, introvertis, etc. Ils ont réussi à le faire uniquement par ceux qu'ils regardent, par les films qu'ils regardent. Et donc, et vous savez, on reçoit des incitations, vous avez aimé ça, donc vous aimerez ça. Et c'est une méthode extrêmement intéressante, parfaitement calculée pour savoir que s'ils regardent le film conseillé, ils complètent la personnalité. Et ces profils de personnalité ont été utilisés lors des élections présidentielles aux États-Unis. Trump s'en est servi, par exemple. Donc, c'est-à-dire que je parle de ça parce que c'est une méthode de connaissance des personnalités qui peuvent aussi prédire les gens. Par exemple, les gens qui regardent les films violents, etc., sont sûrement des gens à risque de conflit. Et donc, sachez que la plupart de nous sommes fichés, mais ça, vous le savez sûrement, hein, on est fichés déjà pour ça. Alors, voilà, bon, c'est une parenthèse, mais qui me paraît importante quand même à partager. Mais ceci étant, oui, cette étude de personnalité, vous avez parfaitement raison. Tabi Keller a été vraiment le pionnier. Et il faut lire ses travaux. Merci, merci de cette remarque. Pour moi, là où il est vraiment intéressant, c'est qu'on peut transposer combien de situations sont des situations que nous vivons au monde hospitalier de stress. C'est-à-dire que tout acte a une conséquence, tout acte effectivement peut être préjudiciable, et on voit bien que de plus en plus, donc on est amené à ouvrir des parapluies. Donc c'est vrai que une personnalité comme par exemple celle d'un persévérant, quand il va être en zone de stress, il va avoir doublement besoin du lien de confiance avec ses équipes. Donc quand il est déstabilisé, je veux dire plutôt communiquer par le biais de la confiance qu'on va reposer
ça va apaiser le conflit. Et c'est là, pour moi, où il a été vraiment, bon, je n'ai pas d'action, mais c'est là où, pour moi, il a été extrêmement juste. Et j'essaye de faire passer en complément de formation de simulation, mais ce n'est pas toujours évident. Mais c'est pas facile, mais vous avez parfaitement raison. Hein, des petits grains de sable. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour des petits cailloux. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence et cet apport. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre question ou quelqu'un qui aurait une autre remarque sur les échanges qui viennent d'être faits? Est-ce que quelqu'un veut, rassurez-vous, on est entre nous, est-ce que quelqu'un veut parler d'un conflit qu'il a connu, qui l'a beaucoup marqué, peut-être même si vous ne voulez pas citer un conflit personnel, entre guillemets, ce que je comprendrais, vous pouvez avoir eu connaissance d'un conflit qui s'est mal passé. Qu'en pensez-vous? Non, personne ne veut causer. Je ne vais pas monopoliser toute la parole parce que c'est vrai que j'en ai encore un la semaine dernière avec un radiologue et voilà, et effectivement un acte, mais enfin, je vais laisser les autres personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est passé donc, dans un service de radiologie où une manip radio est en charge d'injecter donc un produit. Alors, dites-moi si je dis des bêtises, hein, monsieur, qui présente donc une toxicité éventuellement par rapport au risque de grossesse, qu'elle va, elle, la manip radio, explorer en demandant, bon, et c'est une patiente qui approche la cinquantaine, mais qui est toujours effectivement des relations sexuelles avec son mari et qui donc a une potentialité de grossesse. Et donc, quand elle explore par ce questionnaire, elle refuse, elle va voir le radiologue et elle lui dit non. Écoutez, monsieur, non, moi je n'injecterai pas puisqu'il y a un risque par rapport à de toxicité. Et là, le radiologue essaye de lui dire qu'il est le chef, enfin c'est lui qui est, voilà, hein, non mais c'est ça, c'est lui qui prend ses responsabilités et qu'il est le médecin et donc le prescripteur et que lui demande d'injecter. Et là, alors c'est parti en pugilat. Donc, on est aujourd'hui en rapport circonstancié par l'encadrement sur cette… Et quand… Alors, donc, nous, on a été appelés, voilà, en tant que médiation. Mais enfin, lui, donc, le radiologue ne veut plus travailler avec cette manip. Enfin, c'est parti dans les tours, quoi. Et alors, donc la pauvre patiente est restée, effectivement, elle était au milieu de tout ça aussi, pareil. Mais vous voyez, enfin, là, c'est une situation de simu qu'on pourrait monter, mais texto. Et donc, la manip radio est sortie de la salle de radio en hurlant. Et là, effectivement, voilà, sa confiance était complète. Et alors, lui, le médecin, pour terminer, a dit, de toute façon, je ne travaillerai plus avec Madame Dupont, c'est terminé, je n'ai plus confiance en elle. Voilà. Oui, oui. Alors, malheureusement, on a vécu ça, je pense, quasiment tous, ou presque, avec des conflits d'autorité et un grand nombre de professeurs de médecine réagissent comme ça. Vous savez, je peux en parler librement puisque j'en suis un. Et je suis retraité. Oui. Mais les professeurs de médecine, souvent, ont un ego assez fort. Et là, en l'occurrence, je vois qu'en effet, ça nécessite… Là, on parlait de la formation tout à l'heure. Si cette manipulatrice est allée voir le radiologue en disant « Écoutez, je suis embêté parce que cette femme est potentiellement enceinte, je ne veux pas prendre le risque, vraiment, etc. » Et je pense que si, peut-être d'ailleurs, il y avait des antécédents entre eux, ça aussi, c'est possible. Oui, il y a un passif, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le deuil d'un ancien chef de service avec qui elle avait des relations très privilégiées puisqu'il était le parrain de son fils. Mais on est quand même à 4 ans.
Ah Ah bah, oui, non, mais ça s'explique, ça mais s'explique. je ne vous ai pas tout dit. Ah oui, oui, je comprends. Mais je veux dire, il faut tuer le père de toute façon. Et Voilà. donc là, oui, mais c'est évident. Alors là, cette situation n'est pas simple parce que là, on est dans une situation, vous savez, c'est comme une enquête policière quasiment. Et là, oui, bah, ça va probablement se terminer difficilement, ça c'est clair. Alors ça aussi, vous abordez un problème qui est passionnant, c'est on a parfois des conflits sans solution. Et même avec des gens comme vous vous avez une grosse expérience. Moi, j'ai connu aussi dans ma carrière des médecins, en particulier des médecins pervers Oui, qui sont je dirais, c'est extrêmement, et souvent j'en ai beaucoup parlé, j'avais à l'époque un collègue PPH de psychiatrie qui m'a dit, tu sais, ce genre d'individus, la solution c'est de ne pas avoir affaire à eux. Mais j'ai dit, t'es gentil, mais quand il y a des chefs de service, quand on est responsable d'unité, on est bien obligé. Et là, c'est sûr que la hiérarchie doit faire quelque chose, mais souvent, si c'est quelqu'un de très puissant, entre guillemets, dans son métier, s'il amène beaucoup de sous à l'hôpital, il aura le soutien de la hiérarchie administrative. Donc, tout ça fait que vous faites bien de parler de ça parce qu'il y a les conflits simples qui sont relativement simples à régler et qui peuvent être réglés en proximité. Puis, il y a les conflits très complexes comme ceux que vous décrivez, où là, évidemment, ça nécessite du temps, de l'énergie, etc. Mais je rejoins quand même le fait que, on l'a dit et redit, mais il faut que les gens soient formés à ça. Et dans nos études, dans nos métiers, que ce soit infirmière, aide-soignant, etc., il faut vraiment que les gens, justement, sachent que M. Arnaud l'a dit tout à l'heure, savoir comment réagir, des choses à dire, à ne pas dire. Et ça, tout le monde doit, à tous les niveaux de l'échelle, si je puis dire, des soignants. C'est aussi ne pas arriver à certains niveaux où qu'on a connu sur certains trucs, on est obligé de faire des chartes de bon fonctionnement et de bonne attitude, quoi. C'est-à-dire qu'on en arrive à certaines extrémités, des fois, d'obliger à se dire bonjour. Mais est-ce que ça doit être une obligation, quoi? Ça s'appelle la politesse et le vivre ensemble. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple. Le bloc opératoire, on sait que c'est pour nous un environnement stressant, etc. Mais la politesse fait partie des obligations. Commencer une phrase par « bonjour », une des premières phrases que j'ai eues quand j'étais faisant fonction de cadre dans un bloc, un chirurgien m'a dit « Depuis quand un cadre vient voir ce que je fais dans le bloc ?» Et je lui ai dit « Depuis le jour où je serai cadre de bloc, je viendrai toujours voir comment ça se passe dans les blocs et je commence par dire bonjour à tout le monde. » Voilà. Et en fait, alors qu'on m'avait dit « Tu vas voir, c'est très compliqué, ce chirurgien-là est ça s'est très, très bien passé. » Et en fait, en partant juste sur des bases comme ça, le bien vivre ensemble à l'hôpital n'est pas toujours simple. Dans la discussion, j'ai vu que Walter demandait des livres. Alors, il y a les livres de Processcom de Keller à lire. Moi, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est « Les conflits à l'hôpital, comprendre pour agir » de Bertil Patin. C'est un livre qui est sorti aux études hospitalières en 2010. Vous aurez une approche psychosociaux et de management autour des différents conflits qu'il y a dans les équipes de soignantes à l'hôpital. C'est une lecture assez intéressante, c'est assez facile à lire et assez sympathique. Dans les autres livres, il y a Gestion de conflits, la communication à l'épreuve de M. Pasteur, de mémoire. Enfin, voilà, vous trouverez tout un tas de choses sur la médiation. Vous pouvez reprendre tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, Gustav Jung, Rosenberg, si vous voulez. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans la simulation et dans ce qu'on voulait mettre en place, et M. Grandry avait participé à cette attitude, ce scénario, c'était d'avoir quelque chose de pratico-pratique pour quelqu'un qui est au feu. Et les deux petites fiches réflexes que vous avez là, pour moi, c'est quelque chose à mettre même dans une salle de soins pour que tout le monde puisse la lire. Et ça va un petit peu dans ce que je vous disais, cette charte de bon fonctionnement, cette charte de bien vivre ensemble. En fait, ça en fait partie. Et quelque part, d'apprendre à éviter ces mots qui vont stigmatiser, qui vont augmenter le feu. Et bien, tout simplement, à juste apprendre à ne pas les dire comme on fait en anesthésie où on ne dit plus « avez-vous froid » mais « avez-vous suffisamment chaud ?» Et rien que cette phrase-là va enlever la sensation de froid et va plutôt avoir une tendance, si je dis « avez-vous froid ?» on va me répondre « oui », « avez-vous suffisamment chaud ?» j'aurai « oui » aussi, alors que ce n'est pas du tout pareil. Tout à fait.
Alors, il y a une question. Oui, effectivement, il y a un commentaire. Oui. Allez-y, je vous en prie. Non, c'est une question intéressante. Utilisation de scénarios en accompagnement des familles sur les conflits avec les soignants en fin de vie. Alors, on ne va pas en effet développer ça, mais c'est une question qui me paraît extrêmement intéressante. On l'a fait de notre centre à l'époque, mais il se fait encore aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire en service de soins palliatifs, il y a des familles évidemment très agressives, et là, on pose une question éthiquement très délicate. Et oui, la réponse est oui, il y a des scénarios sur ce thème. Il faut là des gens expérimentés, il faut des spécialistes de soins palliatifs. Nous, on l'a fait en jeu avec Philippe Hugo, par exemple. Et donc, oui, c'est très enrichissant. Comment et là, les émotions sont absolument majeures et faire des scénarios là-dessus. Alors, si vous voulez, madame, qui pose la question? Madame Bardet? Non, je ne sais pas, monsieur. Je pense, madame. Oui, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on pourra vous mettre en rapport et c'est sûrement très important. Le temps est imparti, la Solène, maintenant. Oui, alors après, du coup, par rapport aux questions de référence, donc il y en a dans le fil de discussion qui ont été mis au fur et à mesure. Merci. Ça. Moi, j'ai juste, peut-être pour finir, si vous me permettez, parce que Arnaud a évoqué le bonjour tout à l'heure. Alors, le bonjour, ça a l'air de rien, mais je sais qu'il y a eu des conflits qui sont partis du fait qu'on dit bonjour et les gens ne répondent pas. Et ça, tout de suite, si vous voulez, c'est un signe. C'est-à-dire, je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas répondu. Et là, voilà, ça peut être le départ d'une… Alors, pourquoi cette personne n'a pas dit bonjour? Parce qu'elle était préoccupée, parce qu'elle se fout des autres, parce que plein de choses. Mais déjà, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, oh, celui-là ou celle-là, je ne la sens pas. Vous voyez, dans une équipe, c'est des petits détails, des tout petits détails comme ça, et Arnaud a raison de les souligner, qui peuvent dire, alors, si ça se reproduit, par exemple, allez voir cette personne et tu dis, ça fait 2 ou 3 fois que je te dis bonjour et tu ne réponds pas. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut faire, parce que sinon, un jour, ça va exploser. Voilà, bon, c'était un tout petit détail, mais vous savez, la vie est faite de tout petits détails. Alors, c'est Madame Bardet qui précise qu'elle a créé le scénario évoqué, mais que voilà, l'intention était de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des conflits pas forcément adressés aux soignants. Alors, vous avez parfaitement raison. Le mécanisme de défense, c'est un sujet capital qu'on a beaucoup travaillé aussi. Mécanisme de défense des patients, des familles, des soignants. Non, c'est un sujet… écoutez, si vous voulez, on en parlera. On voit que c'est un sujet passionnant qui amène beaucoup de discussions, effectivement. Ça, c'est le problème de la simulation. Ça aborde tellement de choses qu'on ne peut pas parler de tout. Bon, eh bien, si c'est OK pour vous, on va clôturer ici. On peut envoyer les questions. Alors oui, bien sûr. Alors, avant de clôturer, s'il y a davantage de questions, n'hésitez pas, on est disponible par mail, donc vous pouvez nous adresser un message sur la boîte mail de l'espace ressources simulation que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ERSS. Vous pouvez nous contacter par ce biais et puis on transmettra les questions et on pourra on y répondra autant que possible. Et puis, je voulais aussi remercier donc Arnaud Espinet et le professeur Grandry et puis vous tous pour ces échanges vraiment passionnants. Sur un sujet passionnant. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis, je vous donne rendez-vous courant novembre pour le prochain rendez-vous simulation. On vous communiquera la date plus précise et le sujet dès que possible. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci.